Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on plonge dans le cœur du marché avec une analyse complète de ce qu'on appelle les plus grandes entreprises technologiques actuellement, les Magnificent Seven. Ces sept géants de la tech qui dominent encore la bourse en 2025. Notre objectif, c'est d'identifier les trois meilleures actions parmi les Mag 7 à acheter et analyser les résultats financiers récents, leurs dernières publications, leur valorisation et les perspectives de croissance, et aussi expliquer comment les intégrer dans notre portefeuille. Il y a différentes façons d'investir dans ce genre d'actions. On peut acheter des actions, on peut acheter des options. Donc, je vais essayer de clarifier les deux options possibles. Le premier choix, c'est dans le fond, parmi les Magnificent Seven, on sait que la majorité ont déjà publié leurs résultats trimestriels et ceux qui ont vraiment retenu l'attention, c'est les trois dont je vais parler aujourd'hui. Le premier, c'est Microsoft. Microsoft est un géant incontournable du logiciel professionnel. Sa force réside dans son écosystème ultra dominant. Comme vous savez, Microsoft, c'est elle le producteur de Windows, de Office 365, de Teams. Donc, on parle de systèmes qui sont très répandus et les entreprises n'ont pas vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup de concurrents qui pourraient menacer Windows ou Office 365 ou Teams dans le cadre du travail de façon générale. Mais aussi, surtout Azure, sa plateforme cloud. Comme vous savez, toutes les grandes entreprises sont maintenant en train de se tourner vers le cloud et le cloud continue de croître à deux chiffres. En 2025, Microsoft est aussi au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle avec son produit Copilot qui est maintenant intégré dans l'ensemble de ses outils bureautiques et des liens très étroits avec OpenAI. Donc, comme vous savez, Copilot est rendu presque une nécessité pour les entreprises. Ça facilite énormément le travail des gens, que ce soit produire des rapports, produire des présentations PowerPoint, ou même faire des tâches manuelles de façon automatisée. Donc, c'est quelque chose que toutes les entreprises investissent dedans, même durant des périodes de récession. Maintenant, pourquoi Microsoft se retrouve parmi le top 3, là, parmi les Magnificent Seven? On peut le voir ici, par exemple, si on regarde euh, l'évolution. Là, je suis sur Yahoo Finance, Microsoft. Si on regarde les côtés financiers, on peut remarquer ici de 2021 à 2024, on peut remarquer une augmentation systématique à chaque année du revenu total. On est passé en 30 juin 2021, l'entreprise avait un revenu de 168 milliards. Maintenant, ils sont rendus à 245 milliards dans l'exercice qui a terminé le 30 juin. Donc, c'est une forte augmentation. Et durant la dernière publication des résultats trimestriels, Microsoft a tout simplement euh, étonné les analystes et les personnes qui suivent le marché parce que, dans le fond, si on peut ici, on va remarquer, on va comparer les estimations versus ce que l'entreprise a publié. Par exemple, pour le dernier, euh, le 30 juin 2024, l'estimation pour le résultat par action était de 2,93. Microsoft a battu euh, le- ce qui était attendu par les analystes à 2,95%. Euh, la même chose, elle l'a fait pour le trimestre qui finissait le 30 septembre, 3,3 versus 3,11, 3,23 versus 3,1, 3,46. Donc, on voit une entreprise qui, chaque trimestre, elle bat les estimations des analystes. Et ça, c'est hyper important. Et surtout dans un marché actuellement qui est nerveux, Microsoft se distingue par des résultats trimestriels qui battent les estimations, mais aussi des projections de croissance qui sont fort intéressantes. Euh, Depuis la publication des résultats, c'est sûr que la valeur de l'entreprise a augmenté. Et quand par exemple ici, on peut voir, si je choisis Microsoft, que depuis qu'ils ont publié ces résultats, on peut remarquer que Euh, le résultat était dû, je pense, le 25 vers le 20, entre le 20 et le 25 avril. Puis depuis la publication, l'action est allée de 358 à 433. Donc, on assiste vraiment à une augmentation spectaculaire en un très peu de temps, mais parce que
les résultats étaient vraiment... C'est la seule entreprise parmi les Magnificent Seven qui, dans leurs projections, ils continuent à être super optimistes par rapport à leur chiffre d'affaires futur, par rapport à leurs revenus, par rapport surtout à leur marge bénéficiaire. Ça explique pourquoi l'action est montée de 358 à 433. Ça reste, en termes, si on regarde ici le, le ratio prix-bénéfice, qui est un peu utilisé par le marché pour dire surévalué, sous-évalué. On peut voir ici que actuellement, le ratio cours-bénéfice est de 30,25 et pour forward, c'est-à-dire dans le futur, le earning estimé, le résultat estimé versus le prix, on peut voir qu'on est dans du 25. Donc, ce n'est pas une action qui est pas chère, c'est une action qui est le ratio est quand même un ratio riche, mais reste que les attentes, puis les résultats que l'entreprise a publiés lui donnent raison. C'est un ratio que l'entreprise mérite parce qu'effectivement, elle a publié des résultats très intéressants au niveau avec le marché. Donc, de façon générale, pour Microsoft, le chiffre d'affaires a augmenté pour le trimestre de 70,1 milliards au lieu de 68,5, donc 2,4% de surprise. Les 68,5 milliards, c'était le chiffre d'affaires attendu pour le trimestre. Le bénéfice par action est de 3,46 alors qu'on s'attendait à 3,23. Azure a accru de 20% et le service cloud au total maintenant représente 50% du chiffre d'affaires. Donc c'est une entreprise vraiment qui n'a pas de services ou de produits qui risquent d'être impactés par les droits de douane. C'est vraiment du software qu'on vend aux entreprises. Et la division productivité processus métier continue de progresser grâce à Office 365 et Copilot. Microsoft continue d'exécuter parfaitement sa stratégie, donc une croissance saine, régulière et soutenue par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est pour Microsoft. Euh, Maintenant, le deuxième choix, qui est un choix plus value, c'est-à-dire un choix valeur, l'entreprise a un ratio, c'est Google, puis l'entreprise a des ratios qui sont plus abordable, donc elle est plus sous-évaluée. Donc Alphabet ou Google, c'est numéro un mondial de la recherche, de la navigation avec Chrome, des systèmes mobiles Android et bien sûr de la publicité digitale où Google domine complètement ce marché. Mais c'est aussi YouTube, Google Cloud, Waymo pour les voitures autonome. DeepMind, l'entreprise investit massivement dans l'intelligence artificielle tout en gardant une structure extrêmement rentable et bien valorisée. Pourquoi Google est dans le top 3? Parce qu'elle reste sous-évaluée si on regarde ses ratios financiers. On peut remarquer ici un trailing PE, c'est-à-dire son ratio bénéfice, prix sur le bénéfice est seulement de 19,43, 20. Donc, pour une entreprise techno, normalement, avant la correction boursière, normalement, les Magnificent Seven, leur ratio PE, là, ils étaient tous au-dessus de 30, bien au-dessus de 30. Là, on voit que Google le ratio PE est de seulement 20. Ça veut dire qu'elle n'est pas surévaluée. Parmi les Magnificent Seven, c'est elle qui a le ratio prix-bénéfice le plus bas. Puis le forward PE reste raisonnable aussi à 17. Donc, c'est une entreprise qui se retrouve dans le top 3 à cause justement de ça. Donc, elle reste sous-évaluée avec le ratio futur de 7 tout en générant des revenus colossaux, consolidant sa place dans l'intelligence artificielle et le cloud. Et si on regarde qu'est-ce qu'elle a publié, Google a battu les estimations des analystes haut la main sans aucun problème. Donc, on peut le voir ici, Earning History, le réel versus la première ligne qui est les attentes. On peut voir que Earning per share, donc bénéfice par action, 1,89 au lieu de ce qu'on s'attendait de 1,84. Et ceci dans chaque trimestre, elle a battu les estimations. 2,81 versus 2,01, 2,15 versus 2,13, 2,12. Donc, c'est d'excellents résultats. Les revenus étaient de 90,2 milliards pour le trimestre. On s'attendait à 89,1, donc 1,2% au-dessus des attentes. Le bénéfice par action, donc c'est ça, et aussi au-dessus des attentes de 81 ici, de 31
mars 2025, 2,81 versus 2,01. Donc, explosion des bénéfices. Google Search et YouTube continuent d'être des piliers de YouTube, de Google, de Alphabet, et Google Cloud est maintenant rentable pour le deuxième trimestre consécutif. C'est hyper important pour Google. Et le rachat d'actions, ils ont aussi annoncé un rachat d'actions de plus de 70 milliards de dollars. C'est sûr que lorsqu'une entreprise annonce des rachats d'actions, ça permet de stabiliser le prix. Ça donne aussi une certaine confiance aux investisseurs lorsqu'ils veulent investir, même si on reste 70 milliards versus leur capitalisation boursière qui dépasse les 2000 milliards. C'est sûr que c'est pas énorme, mais c'est des mesures que les investisseurs apprécient. Apple le fait, Google le fait, donc les rachats d'actions sont quelque chose qui est très positif, vu de façon positive par les investisseurs. Le rachat d'actions signifie juste que Alphabet eux-mêmes, Google, va aller acheter leurs propres actions pour renforcer l'équité. Donc, c'est quelque chose qui est bénéfique. L'Alphabet démontre sa capacité à générer du cash tout en innovant. C'est le candidat parfait pour une approche value long terme. Et si on retourne ici à leurs revenus, la même chose, on va remarquer euh, pour l'augmentation de leurs revenus d'année en année. On peut voir de 2021 à 2024 une augmentation continue de 157, 282 milliards, 307, 350. Donc, chaque année, ils augmentent leurs revenus. La même chose pour leur operating income, le résultat opérationnel. Il y a une augmentation. Donc, c'est une entreprise qui est saine. C'est sûr qu'il y a un peu de litige légal concernant Google. Euh, mais pour chaque entreprise, il y a certainement des risques et ça, c'est le risque qui est un peu pour Google. On peut voir qu'après leur publication de leurs résultats, le marché au début a réagi de façon positive. Voici en avril, le marché a fait une augmentation 147 jusqu'à 163, puis après il y a eu une baisse, puis on commence à trader dans un range. Mais c'est croissant depuis leur publication de leurs résultats. Et l'entreprise a énormément de cash. D'ailleurs, toutes les top 3 là, qu'on a ici, Ben est dans le cash. Là, ils ont beaucoup, beaucoup de cash à leur disposition pour des acquisitions, pour des projets futurs. Donc, ça, c'est pour Google. Donc, jusqu'à présent, on avait top 3, Microsoft, Google, mais on a aussi le troisième, c'est Meta Platforms. Meta Platforms, c'est Facebook, Instagram, WhatsApp, mais aussi les Reels, un peu l'équivalent de TikTok, le Threads, qui est un peu l'équivalent de Twitter. Reality Labs est une stratégie IA très ambitieuse. Après une restructuration majeure en 2022-2023, Meta revient fort avec une croissance publicitaire solide, des marges impressionnantes et un recentrage sur les produits à haute rentabilité. Pourquoi Meta est dans le top 3? Parce qu'il combine aujourd'hui croissance, innovation et discipline financière. C'est un comeback spectaculaire parce que l'entreprise, à un moment, elle était vraiment très pénalisée par le marché, justement à cause de leur investissement massif dans des choses qui sont plus intelligence artificielle, mais qu'on ne voyait pas le profit venir de ce genre d'investissement. Et Mark Zuckerberg, à un moment, a trop exagéré dans les montants qu'il investissait, mais maintenant, les investisseurs lui ont envoyé clairement un signal qu'ils veulent des investissements qui rapportent des rendements et pas seulement jeter l'argent pour aller comme le metaverse et tout ça. Là. Toute cette période de metaverse a vraiment fait mal à l'action Meta. Donc, pour les résultats, euh, Meta ne sort pas de la règle des revenus qui augmentent à chaque année. Seulement pour 2022 versus 2021, il y a une petite baisse, mais sinon, depuis 2022 à 2023, 116 milliards, 134 milliards, puis récemment 164 milliards. Si on regarde ici ce qu'attendaient les analystes versus ce que l'entreprise a publié, on peut voir que euh, ça, c'est le résultat réel, le actual versus les estimés. Le plus récent, l'entreprise a un bénéfice par action de 6,43 alors que le marché ne s'attendait qu'à 5,22. Donc, ils ont battu le bénéfice par action réalisé, a battu l'estimé de 23%. Ça explique pourquoi le marché a vraiment fortement réagi à ça parce que c'est une très très bonne nouvelle pour les personnes qui détiennent Meta.
Elle est passée de 485 à plus de 587. Une belle augmentation dans une période qui, le 25 avril, on est le 6 mai. Là. Donc, c'est sûr, c'est une très, très belle performance pour Meta. Mais bien évidemment, ça reste des suggestions, c'est pas des recommandations d'achat. Donc, je tiens vraiment à le répéter. Faites vous-même vos propres recherches. Mais pour les Magnificent Seven, ça m'intéressait énormément de savoir quels sont les trois que je pourrais investir dedans. Pour maintenant investir dans ces entreprises-là, on peut le faire en achetant leurs actions, mais aussi on peut le faire en achetant des options. C'est une, c'est une façon économique de le faire. Par exemple, si je veux investir dans l'action Microsoft, c'est sûr qu'elle se transige à 433,80 dollars américains. C'est sûr que c'est quelque chose que c'est une action qui est très chère. Mais si je veux avoir une exposition comme si je détenais 100 actions, personnellement, la façon avec laquelle je fonctionne, c'est d'acheter une option à long terme, euh, euh, par exemple, qui finit le 16 janvier 2026, donc elle finit dans 254 jours. Vous pouvez aller encore plus loin. Si ça vous tente, vous pouvez aller plus loin. Donc, le plus loin on y va, le plus cher est l'option. Et lorsque j'investis à long terme comme ça dans c'est ce qu'on appelle des LEAPS, des options à long terme. Donc, dans ce cas-là, elle finit dans 254 jours et je choisis un delta qui est la sensibilité par rapport au prix de l'action, en général de 80 entre 70 et 80. Lorsqu'on clique ici, par exemple, 420 16 janvier 2026, un strike price de 420. On peut voir ici un delta de 63. Euh, Moi, personnellement, je suis plus confortable avec des deltas qui dépassent les 65%, les 70%. Pourquoi? Parce que lorsqu'on achète une option, on est en train de se battre avec le temps. Une option, c'est un scénario. Donc, lorsqu'on choisit du court terme, une option qui expire dans une semaine, c'est un scénario qu'on choisit et le temps, on paye énormément pour le temps. Le plus le temps passe et que ton scénario ne se réalise pas, tu vas vraiment perdre beaucoup d'argent sur une option. Alors que si on investit à long terme, c'est-à-dire une option qui expire à long terme, qui expire dans 254 jours, on a le temps que notre scénario se réalise. Le scénario ici, c'est que je suis bullish, je suis optimiste, je pense que Microsoft va augmenter dans le prochain mois à 2 mois. C'est vraiment dans 2 mois, je pense qu'elle va augmenter. Je choisis un delta qui est élevé. Pourquoi? Pour avoir presque la même performance que le prix avec l'effet de levier en plus. Donc, si Microsoft augmente de 1 dollar, mon option que je viens d'acheter à 60,90, c'est-à-dire fois 100, c'est-à-dire 6090 dollars américains, j'aurai la même exposition que si j'avais 100 actions de Microsoft. En plus, j'ai un effet de levier. Donc, il suffit juste d'augmenter de 0,5 ou de 1% ou de 50 cents ou de 1 dollar le prix de l'action que mon option, elle prend aussi de la valeur. Donc, c'est ça qui est hyper important avec les options. En plus d'avoir la même chose que détenir 100 actions, on bénéficie rapidement des augmentations. C'est sûr, on va être aussi impacté s'il y a une baisse, mais on a le temps parce qu'on a choisi une option qui expire le 16 janvier 2026 ou même vous pouvez aller jusqu'à janvier 2027. Mais c'est sûr, ça vous allez un peu payer un peu plus cher, mais vous êtes plus à l'aise, vous êtes plus confortable et vous pouvez acheter l'option maintenant, la vendre lorsque le profit se réalise. Donc, c'est ça ce qui est important là-dedans. Puis, il faut choisir des options qui sont très liquides. Le open interest, c'est une bonne façon de savoir est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés. S'il y a plus que 3000, en général, c'est vraiment bon. Éviter 500 et moins ou 100. Là, on voit que la majorité sont liquides. Et dans les options à très long terme, c'est sûr, le spread, la différence entre le bid et le ask est un peu importante. Lorsqu'on veut acheter, on s'assure que on met un prix qui est équivalent au prix qui est transigé, pas le mettre le ask, parce que lui, automatiquement, il va donner le ask, mais nous, on veut quelque chose qui est entre le bid et le ask, puis on fait juste acheter, puis on peut, dans le fond, envoyer l'ordre boursier. Parce que Microsoft est quand même cher, c'est pour ça leur option est à
60 et 90. Mais si je regarde par exemple Google, que lui se transige à 165, si je veux acheter une option à long terme sur janvier 2026, on peut voir ici, j'ai des bons choix ici, 3572, c'est vraiment très liquide. Et le delta, 72%, il est parfait. Donc, 72%, c'est-à-dire que ton option, elle varie avec le prix jusqu'à 72%. Donc, si le prix monte, elle va avoir au moins la même augmentation à 72%, même plus à cause de l'effet de levier des options, c'est leur façon d'être. Là, ils sont. Puis on peut voir ici que la volatilité est de 31%, donc c'est raisonnable. Je ne suis pas en train d'acheter une option où la volatilité est à 80%, parce que lorsque la volatilité est très élevée, ça veut dire qu'il y a trop d'œils, trop de personnes qui sont en train d'acheter, de magasiner. Puis là, je suis en train de surpayer mon option parce que je suis dans un vibe de tout le monde est en train de penser la même chose. Donc, lorsqu'on achète une option, regardez la volatilité, il faut qu'elle soit normale pour cette entreprise. Pour Google, c'est du normal, 30%. Par exemple, pour Tesla, 30%, c'est rien. Tesla, leur normal, c'est 60-70%. Parfois, ils sont à 120% s'il y a trop de nouvelles qui viennent de Elon Musk et tout ça. Donc, la volatilité, c'est quelque chose qui dit, est-ce que je surpaye mon option? Il ne faut pas que je la surpaye. Parce que la volatilité, peut-être qu'elle est à cause d'un résultat qui s'en vient ou d'une nouvelle qui s'en vient. Mais aussitôt que le résultat passe et la nouvelle passe, mon option va vraiment baisser rapidement parce que la volatilité a disparu. Donc, toujours regarder la volatilité, un delta qui est élevé, comme ça vous êtes plus là en guerre avec le temps. Vous avez le temps de seulement 30% de votre option est relié à facteurs comme le temps et le taux d'intérêt, alors qu'avec un delta élevé, on est plus, je veux la même performance que l'action le plus possible. Je veux plus perdre de l'argent à cause du temps. Et ici, on peut voir, ça c'est l'indication du temps, c'est le θ. On perd 3 cents, 3,8 cents chaque jour. Donc c'est vraiment rien. Euh, et on a 254 jours pour que notre scénario qu'on a en tête se réalise, que Microsoft augmente ou que Google augmente. Et moi, aussitôt que je l'achète, je mets déjà vendre pour le prix que moi je m'attends. Par exemple, je l'achète à 28,55, donc 2855, puis je mets déjà un ordre de vente pour 30, 55. Le profit que moi je m'attends et je recherche, et c'est comme ça se vend automatiquement si ça atteint ce prix-là. Donc ça, c'est une façon d'investir si on n'a pas les moyens d'acheter 100 actions. C'est sûr, on peut acheter aussi les Canadian Depository Receipts, là, ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut aller acheter. Alphabet CDR, ça s'achète en canadien, puis c'est abordable, 27 $. On a presque la même performance, mais le taux de change peut nous jouer des tours. Si le dollar canadien se dévalue, ben, on n'a pas la même performance. Mais si le dollar américain est équivalent au dollar canadien, on peut acheter aussi les CDR, 27,20 $. Donc, c'est quand même abordable. Les options, c'est plus d'excitation parce qu'il y a l'effet de levier, ça monte vite, euh, ça baisse aussi vite, mais on a le temps, comme j'ai dit, là, si on choisit des options à long terme, on a le temps pour que notre scénario se réalise. Cependant, je vous dirais de ne pas investir dans les options si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne. Essayez d'apprendre là-dessus avant de choisir des options. Et si vous le faites, n'allez pas vers des options à court terme, vous allez perdre le prime que vous avez payé, le montant de l'option que vous avez payé, vous risquez de le perdre au complet. Lorsqu'on choisit des options à court terme, c'est à éviter pour les gens qui ne sont pas à l'aise avec les options. Les options à long terme avec un delta élevé, c'est des choix safe comparés à des options qui sont court terme. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous souhaite une belle journée.